Le hasard. Alors ça, moi je voulais vous parler quand même du hasard. Et donc, parce que souvent dans les débats, c'est une source de malentendus et de confusion. Et puis, ouais, je me dépêche. Donc, par rapport à ce qu'on vient de voir, des fois, comment dire, il y a des gens qui disent, mais ça, ce n'est pas arrivé par hasard. Sous-entendu, il y a quelque chose derrière qui a fait en sorte que... Les arguments, souvent, c'est le fait que les événements sont très rares. Donc, ça ne peut pas être des coïncidences, ou alors souvent des grosses coïncidences. Certains parlent même de synchronicité pour dire des coïncidences organisées quelque part, même si ce n'est pas causal. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et en fait, la question que je voudrais poser, c'est un grand hasard est-il forcément extraordinaire? Si on vous dit, une personne vous dit j'ai gagné au loto, c'est extraordinaire pour elle, mais ce n'est pas extraordinaire en soi. Il y a des gagnants du loto presque toutes les semaines. Pourtant, les probabilités de gagner sont très très réduites. Et donc, dans les débats, c'est quand même très frustrant quand une personne qui pense que ce n'est pas le hasard se retrouve face à un sceptique qui lui dit mais non, c'est le hasard. C'est très frustrant en fait. C'est très frustrant parce que quand on dit ça, on n'a pas d'idée de causalité. Il n'y a pas de causalité évidente. On a l'impression que le hasard même s'oppose quasiment au déterminisme. Si c'est le hasard, il n'y a plus besoin de cause en fait. Et en fait non, évidemment, c'est pas si simple. Et donc, moi j'aime bien parler du hasard et du surnombre. C'est-à-dire, quand on vous dit mais c'est le hasard, si on vous disait mais non, mais c'est juste le surnombre. Exemple, si au loto vous avez une chance sur 45 millions, je crois, de gagner, mais qu'il y a 30 millions de joueurs, en fait, il y a un grand nombre de tentatives. Ce qui fait que ce n'est pas très étonnant que de temps en temps, très souvent même, il y ait quelqu'un qui trouve la bonne combinaison. Si par contre vous jouiez tout seul chaque semaine, ouais, si vous gagnez au loto, là ça devient extraordinaire. Mais s'il y a un très grand nombre de joueurs, c'est pas étonnant. Un exemple peut-être qui sera plus parlant, est-il étonnant, si vous lancez 3D, d'obtenir 1-1-1, 111, en un lancer? C'est quand même assez étonnant parce que vous avez une chance à peu près sur 216, 6 au cube. Un dé à 6 faces, je ne sais pas préciser. Mais si vous faites 50 lancers, est-ce que c'est vraiment étonnant d'obtenir 111? 50 lancers, une chance sur 200, c'est un petit peu moins étonnant. Et si vous faites 250 lancers, en fait, en faisant 250 lancers, c'est plus que le 216. Donc là, ce qui devient étonnant, c'est presque de ne pas obtenir un 111. Donc pour dire, on parle de la même chose, obtenir 111 en lançant 3D. Mais on voit qu'en lançant un grand nombre de fois, en fait, on change notre jugement sur le résultat. Et si on lance 3000 fois les 3D, en fait, là, cette fois-ci, on peut même prévoir qu'on peut s'attendre à 421. Je n'ai pas changé là, c'est des 111. On peut attendre plusieurs 111. Donc en fait, non, là, ça devient plus étonnant. Et donc, bienvenue dans les probabilités, c'est vraiment des questions qu'on se pose en maths, et c'est ce qu'on appelle le problème de la taille de l'échantillon. C'est-à-dire que souvent, on s'étonne d'un événement rare ou très rare, mais en oubliant qu'il se produit dans un contexte de surnombre. Exemple que je vous ai donné, le loto. S'il y avait 15 joueurs chaque semaine et qu'ils gagnent, c'est extraordinaire. Mais comme il y a des dizaines de millions de personnes qui jouent, il y a des gagnants régulièrement. En astrologie, les astrologues sont spécialistes pour revendiquer des prévisions mondiales en disant « regardez, ça marche ». Mais ils ne tiennent jamais compte du fait qu'il y a des millions de prévisions qui sont faites chaque année par les uns et par les autres. Et donc, c'est beaucoup moins étonnant de voir que de temps en temps, effectivement, ça réussit. Idem, j'aime bien donner aussi l'exemple, parce que ça m'avait beaucoup gêné d'une rencontre dans la rue, quand vous êtes loin de chez vous, et puis tac, vous tombez sur quelqu'un que vous connaissez, qui ne devrait évidemment pas être là, mais c'est extraordinaire. Et en fait, quand on voit la chose de cette façon, on oublie qu'on n'est pas seul dans le monde, qu'on est des milliards de personnes, et que donc il y a des milliards de personnes qui tournent un peu de partout, souvent dans des espaces plus réduits, plus confinés, dans une ville par exemple, ce qui fait que la probabilité qu'une personne, et pas vous, mais une personne rencontre une personne qu'elle connaît, on est dans le cadre du surnombre. Il y a beaucoup de situations qui sont en jeu, ça arrive régulièrement. Et moi, ce que j'aime bien me dire, c'est qu'en fait, tous les jours, quand je marche dans la rue, je suis sûr qu'il y a des tas de personnes que je connais qui passent à quelques dizaines de mois, mais que je ne vois pas. Mais je suis sûr que ça arrive en fait quasiment tout le temps. Et finalement, le fait d'en voir une, il ne faut pas oublier que c'est pas forcément exceptionnel de la rencontrer. En fait, que ce soit elle ou une autre qu'on connaît, il y a probablement beaucoup de chances d'en rencontrer ici ou là. Et donc, ce qu'on appelle le biais de corrélation, c'est le fait d'établir spontanément des liens entre des séries d'événements qui pourraient être... un sceptique va vous dire, mais non, c'est le hasard. Alors, pour vous dire, mais non, là, il y a des séries d'événements qui concordent. Alors, pour en rigoler tout de suite, on a une preuve du réchauffement climatique. C'est ce qu'on appelle une corrélation. La hausse des températures correspond à la réduction de la taille du vêtement. Faut-il pour autant y voir une causalité?
c'est pas du tout évident. Un autre exemple, moi, que j'aime beaucoup aussi, c'est donc des personnes, on veut passer des vidéos sur Internet de personnes qui réalisent des choses extraordinaires. Extraordinaires parce que rares, parce que difficiles à réaliser. La question, c'est est-ce qu'il y a un lien vraiment entre la réalisation de ces événements et l'intention qu'ils ont de les réaliser? Est-ce qu'ils ont des dons, des super pouvoirs? Donc il y a plein de façons de truquer les choses. En voici une. Vous essayerez de faire ça, c'est pas évident. Et donc il n'y a pas de trucage sur le moment. Hein. Vraiment, il a tapé, la bouteille est tombée dans la poubelle, il n'y a pas de problème. Et donc ça peut durer longtemps. Il y a d'autres vidéos où on voit des gens qui font des paniers de basket très très loin. Et en fait, ça ne marche pas toujours. Parce qu'en fait, pour réussir une fois, combien de fois ont-ils essayé auparavant? Ouais, pas loin. Alors, on voit qu'ils sont doués en fait. Hein. J'avais presque envie de le proposer à des ados, s'ils veulent faire ça pour l'Udimage vendredi à midi, essayer de réaliser quelque chose de quasiment impossible en se filmant, en essayant de le faire 10 fois, 20 fois, 100 fois, puis à un moment ça va rentrer. Et c'est juste qu'en isolant ce passage des autres, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Et donc en lien avec le hasard, en fait, moi je vous parlais du surnombre, mais quand on multiplie les occurrences, donc les tentatives, on arrive à provoquer le surnombre. Donc je vous ai dit pour le panier de basket par exemple. Un autre exemple que j'aime beaucoup aussi, c'est quand on commence à faire des liens entre des événements toujours très rares, mais quand même très, très étonnants, est-ce que ça prouve l'existence d'un complot? Donc ça renvoie un peu au biais d'agent, en fait, de vouloir toujours absolument trouver des explications à tout et chercher des intentions cachées. Donc c'est une vidéo qui était passée sur Canal+. Regardez le film diffusé en sélection au Festival de Cannes ce dimanche. Kishibe no Tabi de Kurosawa Kiyoshi. Ça donne les initiales KKK. Et si le Festival de Cannes n'était qu'un complot du Ku Klux Klan pour le pouvoir des Blancs? Déjà, pour la montée des marches, la mode a toujours été la robe blanche. Une allusion à peine voilée à la robe blanche des membres du KKK. Et puis en 2011, le festival a débuté le 11 mai et a duré 11 jours. 11, une référence évidente à la 11e lettre de l'alphabet, le K. Donc 11, 11, 11, ça fait KKK, comme par hasard. Regardez aussi la liste des réalisateurs en sélection officielle au Festival de Cannes. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Bien vu. En les faisant légèrement glisser, on obtient bizarrement la phrase « Vive les hommes blancs ». Prenez maintenant le logo de Canal+, le partenaire officiel du festival. Faites-le pivoter et il forme exactement un membre du Ku Klux Klan. Et le plus de Canal+, forme lui le logo du KKK. Et pourquoi vient-on à Cannes? Pour voir des stars et aller au cinéma. Et aller au cinéma, c'est l'anagramme parfaite de « Le clan tu aimeras ». Coïncidence? Je ne crois pas. Si vous aviez encore des doutes, observez attentivement la montée des marches. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Eh oui, bien vu. Quand on retourne le smoking et le nœud papillon imposés aux hommes, on obtient parfaitement la gratouille du Ku Klux Klan. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Moi j'adore. Et donc c'est super intéressant parce qu'on voit qu'en mélangeant des séries indépendantes, c'est-à-dire des initiales, des dates, des formes, des anagrammes, et il y en a encore d'autres dans les autres épisodes, on peut provoquer le surnombre des événements, des séries, des croisements, et donc provoquer en fait finalement des événements étonnants. Mais il ne serait étonnant que s'il n'y avait pas ces croisements de séries indépendantes. De plus, si vous avez vu, on multiplie les itérations, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs années du même festival, on va aller chercher des personnes moins connues, enfin on va multiplier les personnes auxquelles on se réfère, et finalement on provoque encore le surnombre. Provoquer le surnombre, c'est générer du hasard. Parce que tout ce qu'il dit finalement est vérifiable. Hein. Moi, je suis assez convaincu par ce que je vois. Et si je donne l'exemple de cette vidéo, c'est parce que dans notre association, on a déjà reçu des messages de personnes qui voyaient dans les événements la présence du 666, qui renvoie au diable, et qui réellement nous font ce type d'analyse, qui mélange des dates, des personnes, des événements,
même des expérimentations sur l'existence du suaire, le saint suaire du Christ, etc., et qui voient l'intervention de Satan derrière, etc. Ça existe, il y a vraiment des choses comme ça qui existent. Si on continue dans la complexité, il existe un site, tillervigen.com, qui s'amuse en fait à augmenter la complexité des choses en croisant des milliards de données disponibles dans des bases de données, et qui montre qu'on peut trouver des corrélations justement entre tout et n'importe quoi. Exemple, il existe une corrélation qui est bien connue entre le taux de divorce dans l'État du Maine et la consommation de margarine. Si vous bidouillez un peu les échelles, vous arrivez à ce genre de courbe, et c'est une corrélation qui est forte. Une autre qui est énorme, c'est celle entre le nombre de noyades et le nombre de films chaque année dans lequel apparaît Nicolas Cage. Donc c'est vraiment terrible, parce que du point de vue statistique, c'est excellent, mais dans la vie de tous les jours, quand on fait des relations entre des séries d'événements, on oublie toujours qu'on est des milliards de personnes sur Terre à vivre des milliards de situations différentes, et en fait, des fois, par hasard, simplement, on peut arriver à des causalités, à des corrélations, pardon, j'ai failli dire causalité. Donc l'erreur, c'est de chercher un lien entre le nombre de noyades et le nombre d'apparitions de Nicolas Cage dans des films, évidemment. Donc, pour en revenir au pareil de lit, et puis après je vais être obligé de m'arrêter, je vais terminer toujours avec la question du surnombre. Si vous prenez l'exemple des légumes, des formes de légumes, combien de légumes chaque année on a sur Terre, et donc chaque année, donc année après année après année, des milliards et des milliards et des milliards. Et en fait, de ce point de vue-là, on peut être moins étonné quand on trouve des formes comme celle-ci, ou comme celle-là, comme celle-là. Et ça peut aller vraiment très très loin, quoi. C'est juste impressionnant, et c'est impressionnant seulement si on ne pense pas aux milliers de milliards de légumes qui sont récoltés chaque année, quoi. Je vais essayer de terminer. L'exemple le plus parlant après, c'est quand on arrive par exemple aux questions sur la théorie de l'évolution avec Darwin. Quand on dit oui, mais nous sommes le fruit du hasard, quelque part, l'évolution, c'est géré, enfin peut-être pas géré, mais en tout cas guidé par le hasard, c'est contre-intuitif. On a envie de dire mais non, on n'arrive pas comme ça par hasard. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on parle de périodes de temps qui sont de millions d'années, et même des fois de milliards d'années pour l'apparition de la vie. Et donc le hasard a eu le temps de produire des choses, il y a eu une sélection dans la nature, et si on arrive à des choses comme celle-là, c'est-à-dire un oiseau qui est hyper adapté à son environnement, c'est pas forcément parce que quelqu'un l'a fait de façon à ce qu'il puisse aller puiser le nectar au fond d'une fleur, mais ça s'est fait petit à petit sur la longueur avec des millions et des millions de tentatives, et beaucoup de tentatives ratées surtout. Et nous, on ne garde à l'esprit que ce qui reste, c'est-à-dire celles qui ont réussi à survivre. Je vous avais annoncé quelque chose en rapport avec l'intuition. Ce que je voulais dire, c'est que dans le cadre de prise de décision rapide, en psychologie cognitive, qu'est-ce qu'on appelle l'intuition? Un ensemble de processus cognitifs qui sont automatiques, et donc non conscients, délibérés, qui ne sont pas délibérés donc, et qui sont donc rapides par rapport à la pensée analytique, rationnelle, qui est plus lourde, plus lente, etc. Donc avec les intuitions, on est efficace dans les domaines dont on a l'expérience. Un expert, c'est ça par exemple. Mais aussi, pas seulement, avec les personnes qui font les mêmes erreurs que nous. Donc il y a certains groupes qui sont fondés sur certaines bases qui ne sont pas toujours rationnelles, et elles peuvent aussi s'entendre quand elles font les mêmes erreurs. Donc attention à l'intuition, parce que chez les HQI on parle beaucoup des intuitions, on sent beaucoup les choses à l'avance, on a les réponses avant les autres, etc. Mais si on regarde bien dans le détail, ce n'est pas toujours le cas quand même. Il y a des fois on a de superbes intuitions qui sont parfaitement fausses. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'espère, moi ça m'arrive régulièrement aussi, surtout depuis que j'y fais attention en fait. Et qu'est-ce qu'on appelle un biais cognitif? C'est le fait de commettre une petite erreur sans s'en rendre compte, mais de la commettre régulièrement. Et que si vous la commettez régulièrement, si en soi elle n'est pas grave, sur la longueur, elle va vous faire rater de véritables pans du réel. Et c'est ce qu'on appelle un biais. Et dans les débats entre notamment science et pseudosciences, c'est vraiment des choses qui reviennent très très régulièrement. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la question de la recherche de l'erreur. Et donc quand on persiste dans une erreur sans en avoir conscience, on arrive à ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc tant pis, je n'aurai pas le temps de vous en parler. Donc pour terminer, sommes-nous condamnés à être trompés en permanence? Non, bien sûr, il ne faut pas que vous repartiez d'ici en étant terrifié, malheureux devant la vie. Non, on peut s'en sortir.
Moi, il n'y a pas de nihilisme ou de relativisme intégral, hein. On peut arriver quand même à trouver des réponses à nos questions. Et c'est vraiment la nécessité de renvoyer à ce qu'on appelle l'esprit critique, en général, vérifier ses sources, surtout bien prendre connaissance des débats contradictoires. Les arguments des sceptiques ne sont pas toujours valables, mais souvent ils sont intéressants quand même, mais pas seulement. Par exemple, ce qu'on appelle la zététique, c'est le fait justement de se poser ce genre de questions et d'analyser les affirmations extraordinaires avec un petit peu de méthode. Donc je n'avais pas prévu de vous en parler aujourd'hui, mais c'est pour vous dire qu'il y a tout un contexte et que ça existe. Donc n'hésitez pas à chercher des choses sur le net à ce niveau-là. Et ce qu'on appelle un sceptique, c'est pas quelqu'un qui rejette tout a priori, hein, sinon ce serait juste un fanatique. Alors il y a des fanatiques chez les sceptiques, mais il n'y a heureusement pas que ça. Être un sceptique, c'est être familier justement des très nombreux risques d'erreur quand on veut faire la part des choses entre le vrai et le faux. Et donc la sincérité, des personnes qui défendent certaines affirmations extraordinaires n'est pas à remettre en cause tout de suite. Des fois, ou régulièrement, elles commettent des erreurs. Après, bon, il faut rentrer dans la discussion, le débat, c'est pas évident. Et donc chercher activement les erreurs, la possibilité d'erreur, c'est vraiment la démarche du sceptique, parce que dès qu'il en trouve, ça évite d'aller examiner le reste des argumentations. Donc il faut beaucoup se documenter. Quand on est un sceptique, il faut voir ce que les autres ont fait avant nous, puis souvent les gens se sont déjà posé nos questions. Et donc petit à petit, on a une connaissance progressive des biais un petit peu dont j'ai parlé aujourd'hui, et puis il y en a bien d'autres. Il n'y a pas que des biais de perception ou cognitifs, il y a aussi des biais de raisonnement. Donc si vous voulez voir un petit peu de ce qui existe de ce côté-là, vous pouvez chercher sur Internet ce qu'on appelle, j'ai enlevé le titre, les moisissures argumentatives, c'est-à-dire une liste de sophismes qui, comment dire, quand on les connaît, on les reconnaît dans des argumentations, et ça permet de trier entre les argumentations des personnes. Et donc quand on essaie de comprendre ce que sont ces biais, au début, c'est pas évident, parce que notre cerveau résiste. Et donc vraiment, y aller petit à petit, essayer de comprendre, c'est formateur. Donc voilà, les moisissures argumentatives, c'est sur le site du Cortex, dont j'ai parlé tout à l'heure, le collectif universitaire. Et ça permet aussi de se familiariser avec la démarche scientifique. Dans mon association, on a des personnes qui n'ont pas du tout de bagage scientifique dans leur cursus, mais qui se sont formées à ces questions-là et qui sont même bien meilleures que certains scientifiques dans soit la production d'un protocole ou l'analyse d'une affirmation extraordinaire. C'est vraiment super intéressant. Et donc, sur Facebook, on peut trouver un groupe qui s'appelle Zététique, dans lequel il y a des tas de débats entre les gens. Donc, si vous voulez des conseils de lecture, voilà, je vous conseille Le Paranormal de Henri Brock, qui reste une base pour s'intéresser à ces questions un peu bizarroïdes avec un esprit critique. C'est paru dans les années 80. Il y a une collection complète qu'il a produite avec d'autres auteurs, qui s'appelle Une chandelle dans les ténèbres. Je fais mention du livre que j'ai... Pardon ? Bookiebook, c'est l'éditeur. Et je fais mention du livre que j'ai publié aux éditions Mensa France l'année dernière. Moi, je me pose plein de questions justement sur l'astrologie, et donc j'applique une analyse critique à la question, sachant que j'ai connu le sujet de l'intérieur, puisque je l'ai pratiqué moi-même avant d'en sortir. Mais en ce moment, là, depuis 2 ans, on est très très actif sur YouTube. Et donc, si vous cherchez sur YouTube les chaînes Observatoire Zététique, où j'ai listé 200 vidéos notamment, les 2 chaînes Hygiène mentale et La tronche en biais, vous allez voir que c'est super intéressant, c'est ludique, on apprend plein de choses, et ça va vraiment c'est souvent contre-intuitif, mais ça nous permet vraiment de nous poser d'autres questions, de voir les choses différemment. Je vous conseille aussi les podcasts du site Scepticisme Scientifique, qui posent justement toutes ces questions de l'approche critique des phénomènes extraordinaires. Et donc le groupe Zététique qui est dans Facebook. Et The End, c'est sur Facebook aussi ? Comment ? The End. The End, c'est aussi sur Facebook, mais pas seulement. Ça va être la fin de ma présentation, et je vais laisser la place à Véronique, en étant désolé du fait qu'on a bien avancé. Voilà, je vous remercie.